Mesdames, Messieurs, bonsoir. Toujours dans le cadre de la série d'émissions portant sur le plan de développement de la zone agricole, nous en arrivons aujourd'hui à la toute dernière émission de cette longue série. Et la télévision communautaire, ne reculant devant aucune dépense, a décidé de terminer ça du bon côté. Vous savez, la cerise sur le sundae. J'ai le plaisir d'avoir en avant de moi le président de l'UPA, rien de moins, M. Marcel Groslot. Bonsoir, Marcel. Et bienvenue. Bonsoir. Comme président de l'Union des producteurs agricoles du Québec, qu'est-ce que ça représente, ça, un plan de développement d'une zone agricole? Bien, nous, à l'UPA, on a été... ça fait longtemps qu'on réclamait un outil comme celui-là, le plan de développement de la zone agricole. Nous, c'était en fait pour accompagner... on a déjà la loi de protection du territoire agricole. Ce qu'on appelle la CPTAQ. Oui, okay. La CPTAQ, qui est la Commission de protection du territoire agricole, mais tu as la loi de protection du territoire et des activités agricoles. Ah, OK. Et la Commission est là pour administrer cette loi-là. Okay. Bon. Mais nous, on demandait déjà depuis longtemps là, la mise en place de plans de développement de la zone agricole pour pouvoir répondre au marché, pour pouvoir stimuler l'économie locale aussi, puis donner à l'agriculture l'importance qu'elle a sur chacun des territoires, là, des MRC. Alors, on était content quand le gouvernement a lancé ce projet-là. Puis, si je me souviens bien, c'est lorsque Laurent Lessard était ministre des Affaires municipales que le projet a vraiment démarré, là. Les premiers projets ont vraiment démarré. Donc, ça date de moins de 10 ans? Ça fait pas très, très longtemps. Puis les premiers projets pilotes, il y avait eu 2 projets pilotes. Je crois que c'est la MRC d'Argenteuil et un autre MRC. Et déjà, ce qui a été très intéressant dans ce premier projet-là, la MRC d'Argenteuil croyait qu'un des problèmes qu'elle avait, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment de petites terres pour des projets de petite taille agricole. Et finalement, lorsqu'elle elle a répertorié sur son territoire l'ensemble des lots disponibles et la taille des lots, elle s'est rendue compte qu'au contraire, la MRC, le territoire agricole, était beaucoup morcelé. Alors, ça a permis aussi de clarifier les choses, de bien connaître son territoire et de mettre tous les gens au travail pour stimuler des projets agricoles et agroalimentaires. Ce qu'on appelle là, dans le jargon le PDZA, là, le plan de développement de la zone agricole, le PDZA. Est-ce qu'on peut dire que, pour faire une image, c'est une photo, justement, d'un territoire qui va permettre aux gens de dire « Ah, ben voici ce qu'on peut faire avec ce qu'on voit là ». Bien, oui, c'est une photo, mais un peu plus précis qu'une photo, parce qu'on va, par exemple, estimer, on va aller chercher les informations au niveau de l'élevage, par exemple. Quelle partie du territoire est occupée par l'élevage? Quelle partie du territoire qui est occupée par la production de céréales? Quelle partie du territoire qui est forestier? Quelle proportion du territoire, je devrais dire? Donc, ça permet, c'est plus qu'une photo, ça nous donne un portrait de l'ensemble du territoire et de ses activités. Ouais. Puis à partir de là, on peut commencer à parler du potentiel du territoire et de son développement. Oui. Alors, c'est ça qui est intéressant. Le document, justement, relatif au plan de développement de la zone agricole du territoire des Appalaches, en passant, il est disponible en allant sur le site de la MRC de l'amiante, et puis c'est même marqué là, plan de développement, puis on peut le lire au complet. C'est très intéressant, ça a au-delà de 90 pages, et comme tu viens de le mentionner, au tout début, on établit la situation. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on pourrait faire et qu'est-ce qu'on va faire. C'est ça. Alors... Bien, ici, dans la région, déjà, vous avez rencontré des gens qui ont mis en place un comité de développement agroalimentaire. Il y a plusieurs intervenants déjà qui sont regroupés autour de ce comité-là. On a l'incubateur pour la transformation et tout. Donc, déjà, c'est des éléments qui n'auraient peut-être pas vu le jour sans le plan de développement de la zone agricole. Alors là, ce qui manque pour accompagner les plans de développement de la zone agricole, c'est des montants pour financer des projets. Ah bon. Et ça, c'est ce qu'on demande, là, nous, à l'Union, d'avoir maintenant pour chaque MRC qui a développé son plan de développement de la zone agricole des montants
qui seraient disponibles pour favoriser l'investissement. OK. Soit dans la transformation financier de réaliser ce que... Mais de l'investissement pour stimuler des investissements privés, là. C'est pas l'idée de partir des investissements publics gérés par le public, là, mais des investissements privés, accompagner l'investissement privé, en fait. Oui. Bon, comme président de l'UPA, j'imagine que tu ne peux pas, c'est illogique de penser ça, prendre connaissance en détail de chacun des plans de toutes les MRC. Non, non. Mais compte tenu du fait que tu vis dans la région ici, que tu as une entreprise agricole, toi, sur notre territoire, est-ce que tu penses que le travail qui a été fait au cours des 18 derniers mois, là, pour en arriver à ce plan-là, comment tu entrevois l'avenir pour la région par rapport à ce que tu connais et à ce que tu penses qu'il va se produire? Parce que même si tu ne connais pas le plan, tu as sûrement une bonne idée de l'orientation qui sont données. C'est là où les plans sont intéressants, les plans de développement sont intéressants parce que même pour ceux qui croyaient connaître la zone agricole, on apprend des choses et on découvre des choses chez nous qu'on ne connaissait pas nécessairement ou qu'on ne connaissait pas suffisamment bien. Il y a un potentiel, par exemple, au niveau acéricole dans la région, oui, on le connaissait, mais ce potentiel-là est plus grand que ce que moi je croyais, par exemple. Ouais. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant à faire. De plus en plus, on parle d'agriculture et de proximité. Alors, c'est sûr que là aussi, il y a des choses à développer. Dans la région ici, c'est pas un réflexe qu'on avait antérieurement là, de parler d'agriculture de proximité. Avec le plan, c'est clair qu'il y a quelque chose à développer à ce niveau-là. Donc, mais là, ça prend l'accès au marché. On a un marché, Thetford Mines, on a la région ici quand même, on a une ville-centre assez importante. Donc, c'est sûr qu'il y a un potentiel là de développer l'agriculture de proximité. Puis ça occupe le territoire. C'est une agriculture qui est peut-être de plus petite taille, mais qui génère énormément de retombées économiques. Alors, ces éléments-là, on prend conscience de ces éléments-là lorsqu'on développe un plan de développement de la zone agricole. Après ça, il y a tout le volet agro-touristique. Là, on a le sentier maintenant qui traverse les Appalaches. Probablement qu'il y a quelque chose à développer entre le secteur agricole, le secteur alimentaire, le secteur touristique autour de cet événement, de cet élément-là maintenant dans la région. On a aussi beaucoup les lacs qui sont quand même assez présents. Oui. Donc, comment on joint le développement agroalimentaire et agricole avec la présence des tourismes qui viennent peut-être pour des vacances, qui viennent. Donc, il y a tous ces éléments-là. Là. Donc, c'est pas l'agroalimentaire et l'agrotourisme, c'est beaucoup plus que ce qu'on en... c'est beaucoup plus que simplement l'agriculture conventionnelle. Ouais. Ça, il y a une prise de conscience au niveau général dans la province à cet effet-là. Là. Moi, qui est journaliste depuis plus de 40 ans, j'ai lu le plan de développement là, de la première à la dernière page et j'ai découvert des choses. Bon, je n'ai pas de connaissances dans le domaine agricole, mais je vis dans le milieu. Et j'ai découvert des choses en lisant ça, en disant « Ah oui, ah ben mon Dieu, je savais pas ça. » On découvre, puis pourtant on vit dans le milieu. Bon, il y a une statistique, je me doutais bien, là, j'aurais peut-être pas été capable de donner aussi précisément, mais quand on dit qu'il y a 71 du territoire de la MRC qui est dans la zone agricole permanente, bon, quelqu'un qui vit dans le milieu puis qui s'ouvre les yeux un peu, il voit bien qu'on est beaucoup plus dans un secteur rural que dans un secteur urbain. Mais à ce point-là, et il y a des municipalités, là, c'est quasiment 100 hein? C'est ça, c'est ça. Donc, c'est sûr que l'agriculture, dans plusieurs municipalités du Québec, l'agriculture est le premier créateur d'emplois. D'ailleurs, le secteur primaire qui crée le plus d'emplois au Québec, c'est le secteur agricole. Tu es déjà venu me dire ça, mon émission. Donc, tout près de 60 000 emplois directs qui dépendent du secteur agricole au Québec. 200 000 si on inclut la transformation. Donc, le premier secteur manufacturier au Québec, c'est aussi le secteur de la transformation agroalimentaire.
Alors, c'est extrêmement important. Donc, c'est sûr que c'est à partir de notre territoire qu'on fait cette production agricole-là, puis qu'on assure l'approvisionnement de notre secteur de la transformation. Donc, c'est extrêmement important pour l'économie. Ouais. Et ce que j'ajouterais à ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est une meilleure connaissance des citoyens de leur territoire agricole leur fait aussi apprécier davantage l'agriculture que d'y voir uniquement les inconvénients qui peuvent provenir de l'agriculture, comme quelquefois les odeurs ou le bruit ou d'autres, nos tracteurs sur les routes, parce que, les gens voient ces tracteurs-là, c'est tannant, qu'est-ce qu'il fait sur la route? Non, mais si tu comprends que le secteur agricole est important pour ta communauté, pour ton environnement, pour ta MRC, tu acceptes mieux que oui, c'est vrai, il y a un tracteur sur la route, puis c'est normal. Il y a des odeurs, puis c'est normal, puis c'est bien, ça veut dire que l'agriculture se porte bien. Alors, c'est ça aussi l'élément intéressant d'un plan de développement de la zone agricole qui implique les MRC, qui implique les citoyens. Oui, moi j'avais déjà dit, si on est capable d'accepter les halles de résidus d'amiante, parce que s'il y a des halles, ça veut dire qu'il y a il y avait quelque chose de positif à côté de ça. C'est la même chose. C'est la même chose. Puis on comprend que pour exploiter une mine, il y a des inconvénients qui viennent avec, mais on comprenait aussi à l'époque qu'il y avait énormément de bénéfices à l'exploitation de ces mines-là. Ouais. Donc c'est la même chose pour l'agriculture. Ouais. Tantôt, tu as mentionné l'agriculture de proximité. Oui. J'imagine que dans ça, on peut inclure notamment les marchés publics et quelque chose qui se développe de plus en plus, les paniers. Oui. Et dans la région, cette année, en 2017, si je ne me trompe pas, le marché public de la ville de Thetford va fêter ses 10 ans. C'est ça. Et maintenant, là, il y a des agriculteurs de la région qui sont présents. Les premières années, moi, je me souviens que le producteur agricole qui venait vendre ses légumes venait de Victoriaville. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Non, c'est ça. Et donc, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a développé ce potentiel-là. Oui, c'est ça. Et au niveau des paniers, c'est la même chose. C'est la même chose. Puis c'est là où la communauté ou la MRC ou les gens qui sont sur le comité de développement agroalimentaire, un des éléments importants pour le développement de l'agriculture, c'est l'accès au marché. Puis l'accès au marché, c'est l'accès aux consommateurs. Donc, comment on peut soutenir, pour le développement de notre agriculture, un meilleur accès au marché. Ça va aussi au marché, par exemple, le IGA, ici dans la région, s'il achète davantage de produits locaux, bien, il encourage le développement de cette agriculture-là aussi. S'il identifie mieux dans son épicerie les produits locaux, puis si les citoyens sont conscients que quand j'achète chez nous, j'encourage une ferme de chez nous, bien, c'est l'économie locale qui va s'en voir, qui va en ressortir gagnante. Oui. Si on a plus de familles agricoles sur le territoire, bien, on va avoir plus de facilité à maintenir nos écoles et à maintenir nos services en région aussi. Là. Donc, tout ça, c'est énorme lorsqu'on parle de potentiel du développement du secteur agricole. C'est aussi le développement du secteur communautaire, c'est le développement de notre société là, et l'occupation de notre territoire. Alors, c'est un enjeu qui est extrêmement important. Puis les PDZA sont venus soutenir cette préoccupation-là de plusieurs élus du milieu rural. Parce que je suis aussi présentement président de Solidarité rurale du Québec, par intérim, là, depuis le départ de Mme Bolduc. Puis, dans plusieurs communautés au Québec, c'est sur l'agriculture qu'on compte pour pouvoir maintenir les services en région. Ici, c'est peut-être moins évident parce qu'on a une ville-centre comme Thetford Mines, on est à proximité de Québec, Sherbrooke quand même. On est une ville de service aussi, donc ça stimule l'économie. Mais dans plusieurs régions du Québec, l'économie dépend du secteur agricole. Ouais. Alors, c'est important de maintenir cette vitalité-là. Dans la région, selon l'étude qui a été faite, il y a beaucoup de terres agricoles qui sont, je ne sais pas si on peut appeler, je vais utiliser un dormante. Oui. Est-ce que c'est... Bon. Et, ils sont en train de redevenir en jachère. On disait des terres en jachère. Et
entre autres, le préfet de la MRC, qui est maire de Canner's Mill, disait dans une des émissions que ça, c'est un problème pour les corporations municipales de voir à un moment donné des valeurs, des terres qui ont de la valeur inexploitées. Par contre, j'ai reçu également, toujours dans le cadre de l'émission, la chargée de projet, Jessie Jacques, sur l'incubateur. Et eux autres, à l'incubateur, là, ce comité-là, a répertorié les différentes terres disponibles. Et quand il arrive la relève pour dire « moi, j'aurais un projet ou un plan », ben, ils sont en mesure de l'orienter vers une terre qui correspond à ses besoins. Et elle me donnait un exemple où des jeunes qui viennent de Victoriaville, là, parce qu'il y a des cours qui se donnent dans ce domaine-là. Et à les orienter, et ils vont probablement s'établir à Sainte-Clotilde. Donc, c'est des éléments très positifs. Et on commence peut-être à vouloir récupérer ou engranger des revenus ou des retombées positives. Là. Oui, mais là aussi, ces terres-là ont été jadis occupées par des éleveurs. Bon, c'était des petites fermes laitières, des fermes mixtes qu'on appelait à l'époque. Puis les gens ici dans la région, ben, comme c'était plus ou moins rentable l'agriculture, se sont dirigés. Il y avait des emplois dans les mines. Ah ben oui. Les gens, donc, c'était plus facile de gagner leur vie à la mine que de développer leur terre, qui n'était pas nécessairement facile à cultiver. On n'a quand même pas... On n'est pas dans la région, dans la plaine de Sainte-Rosalie, ici. Là. Il y a de la roche, c'est bon. Alors... Mais de la montagne aussi, hein? Mais ces terres-là, c'est ça. Mais ces terres-là ont été développées, ont été défrichées, ont été cultivées. Donc, ça a été fait. Aujourd'hui, nous, on dit au gouvernement, le Québec a différents territoires agricoles. Les plaines argileuses du Québec vont toujours être exploitées. Parce qu'il y a un grand potentiel pour le secteur céréalier. Mais les régions en périphérie de ces plaines-là, que ce soit du côté des Laurentides ou des Appalaches, comme chez nous ici, c'est des régions qui sont plus propices à l'élevage ou à la production de fourrage, mais aussi de maraîchère, mais à plus petite échelle. On n'est pas dans les terres noires du sud de Montréal. Donc, oui, il y a possibilité de faire du maraîcher, mais à plus petite échelle, et aussi du fourrager. Donc, ça prendrait au Québec, pour soutenir le développement et l'occupation de ces territoires-là, un programme pour soutenir l'élevage en région fourragère. Et là, on pourrait penser, par exemple, et là, je dis l'élevage en région fourragère, ça peut être chèvre, ça peut être mouton, ça peut être bovin, ça peut être des races aussi exotiques dans le secteur ovin ou bovin. Donc, il y a un potentiel, là, parce qu'on est des importateurs de bœuf, on est des importateurs au niveau de chevreaux, on est des importateurs de ovins, d'agneaux. Donc, c'est sûr qu'il y a un potentiel là. Et ces terres-là ont déjà été développées. Là. Donc, maintenant, il y a des réflexions que j'ai entendues dans le cadre de ces émissions-là, pas nécessairement durant l'émission, mais avant ou pendant ou après l'enregistrement. Et il y a des gens qui je ne sais pas si c'est parce que la Commission de protection du territoire agricole, ce qu'on appelle la CPTAQ, a le dos large, là, mais on lui attribue aussi, on craint beaucoup cette commission-là. Des fois, on a l'impression qu'ils sont des empêcheurs de tourner en rond. J'aimerais ça savoir ce que le président de l'UPA... Comment le président de l'UPA voit ça, lui? OK. La commission n'a pas une tâche facile. Parce que le mandat de la commission, ou la loi de protection du territoire et des activités agricoles, elle existe pour protéger le territoire agricole. Et s'il y a nécessité d'autoriser d'autres actions en territoire agricole que l'agriculture, bien là, c'est la commission qui doit autoriser ces projets-là. Ou si c'est pour morceler le territoire agricole, et que c'est un morcellement de moins de 40 hectares, là, 40 à 50 hectares, habituellement, c'est automatique, là, mais moins de 40 hectares,
ça prend une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole. Puis la Commission, elle va toujours évaluer, pas uniquement le projet, mais elle va toujours évaluer la partie qui est non inclue dans le projet. Si je morcelle ce terrain-là, qu'est-ce qui advient du terrain, de la partie restante? Okay. Alors, si la partie restante devient moins intéressante pour le développement futur de l'agriculture sur cette partie-là, mais ça se peut qu'elles disent non au projet, en disant on morcelle une terre, puis oui, c'est peut-être intéressant pour le 4 hectares, mais il y a un 10 hectares là, qui va devenir inintéressant pour personne. Ça, ça. Alors moi, je dois protéger le 14 ou le 15 hectares parce que je veux pas que ça arrive. Là. Il y a aussi toute la construction de résidences dans les projets agricoles. Oui. Souvent, les gens veulent partir un projet agricole, mais ils veulent aussi établir une résidence. Et là, morceler pour l'établissement d'une résidence en territoire agricole, la Commission va l'autoriser occasionnellement, mais le promoteur doit vraiment faire la démonstration hors de tout doute que son projet agricole est viable et que ça va permettre d'obtenir un revenu qui va assurer que cette résidence-là, en milieu agricole, va être une résidence qui va accompagner l'agriculture et non pas devenir un lieu de résidence, mais sans agriculture. Ouais. Parce que si on commence à morceler le territoire, ici, c'est moins grave, là, mais dans des régions comme Belleuil, dans des régions comme Mont-Saint-Hilaire, imaginez qu'on commence à morceler le territoire agricole pour la construction de résidences sur des superficies de 10 hectares, par exemple. Sous prétexte qu'il y a un projet agricole, je pourrais construire une résidence. Je peux vous assurer que des projets agricoles sur des surfaces de 10 hectares, là, il va en pleuvoir. Mais au bout d'un certain temps, ça va devenir des quartiers résidentiels de 10 hectares. On le voit en Colombie-Britannique, ils l'ont autorisé. Puis la zone agricole, maintenant, c'est des petits domaines. C'est des tâches. C'est des domaines, ouais. De petites écuries, une grosse maison. Les gens quittent la ville pour aller vivre en campagne. Puis là, on morcelle le territoire agricole, mais on ne favorise pas l'agriculture. Alors, c'est pour ça que c'est dur pour la Commission de dire peut-être que le projet en question est réellement un bon projet, mais ils sont très, très prudents. Ils sont très, très prudents. Est-ce qu'ils sont trop prudents? Peut-être, dans certaines régions. Autour de Montréal, on dit qu'ils ne sont pas assez durs. C'est le contraire. On dit de la Commission qu'elle n'est pas assez dure, puis qu'elle autorise trop souvent le morcellement et que ça conduit à la perte du territoire agricole. Alors, elle n'a pas un rôle facile à jouer. Ouais. Il nous reste à peine quelques minutes. Oui. J'aimerais ça savoir, Marcel, pour la région, étant donné que tu es quelqu'un de la région, là, maintenant qu'on a un plan de développement, est-ce que toi, tu t'entrevois notre avenir régional avec optimisme? Bien, moi, je pense que si la MRC, les élus locaux, si les outils de développement économique disponibles sont aussi disponibles pour le secteur agroalimentaire, si on favorise la venue de nouveaux promoteurs, d'investisseurs, si on crée des fonds d'investissement pour soutenir le secteur agroalimentaire, oui, on va développer notre secteur agroalimentaire parce que la demande alimentaire canadienne, québécoise, mondiale est en croissance. Et la demande pour des produits de qualité, davantage. Alors, c'est sûr que si on arrive à se distinguer, oui, on peut développer notre territoire agricole. L'enjeu le plus difficile actuellement, c'est produire, c'est relativement facile. Je devrais peut-être pas dire ça, je suis un producteur. Mais produire un fruit, des pommes, on connaît toute la technique. Les techniques existent. Bon, c'est relativement facile. Le transformer, ça, c'est une chose. Ça devient plus compliqué. Là, faut que c'est plus d'investissement, les risques sont plus grands. Et le commercialiser, c'est le troisième défi. Donc, si on peut accompagner les promoteurs dans la transformation et dans l'accès au marché par des outils de commercialisation comme le marché public ou d'autres éléments, là, on va favoriser le développement de notre secteur agroalimentaire.
Et d'ailleurs, dans le plan qui concerne la région des Appalaches, là, notre région, on va avoir un centre de transformation qui va être incidemment aménagé à même le centre historique de la mine Belle, là, ce qu'on appelle KB3, nous autres, là, pas mine Belle, mais KB3. Donc, à côté du marché municipal. Donc, il y a de l'espoir dans ce côté-là, parce qu'il peut y avoir de la production, mais il va y avoir, potentiellement, il pourra y avoir de la transformation. Puis, nous, la façon dont on voit ça, la première étape, là, c'est de conserver les fermes qu'on a sur le territoire. Parce que pour moi, si on perd une ferme sur le territoire, si on perd des fermes sur le territoire, c'est difficile à réinstaller. On le voit comment c'est difficile de démarrer une nouvelle entreprise. Donc, le PDCA doit nous assurer de faut conserver les fermes qu'on a sur nos territoires. Après ça, il faut travailler à en développer d'autres. Puis il faut accompagner ça avec la transformation pour aller chercher de la valeur ajoutée. Puis il faut intéresser la population aux produits qu'on fabrique, aux produits qu'on met en marché, puis leur donner pour que la population sache que là, j'investis chez nous quand j'achète un produit qui est transformé chez nous et produit chez nous. J'investis chez nous. Merci beaucoup, Marcel Groslot, président de l'UPA. Et vous, bien, je vous dis à la prochaine. Nous venons de terminer la série d'émissions portant sur le plan de développement de la zone agricole. Au revoir.